Les meubles, ce sont des choses que l'on ajoute aux couleurs, pour caractériser en général une famille, donner des éléments sur une famille, donc à qui appartient le blason. J'avais dit aussi que n'importe qui peut avoir un blason maintenant aussi. Hein. Vous avez des agriculteurs qui avaient des blasons, nous verrons ça en janvier en Hainaut. Vous avez un agriculteur qui a un blason, il est blasonné. Donc c'est important, il n'y a pas que la noblesse qui peut se permettre un blason. Vous prenez la feuille numéro, moi je dis numéro 1, mais il n'y a pas de numéro, vous avez les aumes qui sont représentés. Vous voyez ça? Ceci vient d'un recueil d'héraldique qui est très intéressant, qui a été écrit par Diderot et d'Alembert. Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle, ça fait partie de leur immense encyclopédie. Il y a le blason, et ça fait un livre qui fait 50 pages. Hein, sur le blason. C'est extrait de ce livre ancien. Et même s'il y a des choses qui ne concordent pas toujours, parce que deux hommes qui font une encyclopédie pareille ne peuvent pas tout savoir non plus, ou bien il y a des choses qui ont été abandonnées avec les siècles aussi. Vous allez reprendre les aumes un par un, ce qui veut dire que ces aumes vont vous servir. Vous prenez vos copions avec vous. Vous allez voir des pierres tombales dans une cathédrale, par exemple, dans une église. Quand vous voyez le aume qui est représenté, vous devez savoir à qui vous avez affaire. C'est ça qui est important. Soit un personnage qui vaut la peine qu'on s'intéresse à lui, ou bien quelque chose de tout à fait commun. Le premier aume que vous avez, là sur la feuille, eh bien, c'est la représentation du roi. Le roi a le droit d'avoir un aume de face à vous, la grille ouverte, et couleur or. Vous n'avez malheureusement pas les couleurs, c'est le seul hein, qui doit avoir les couleurs or. Le prince aussi en principe. Vous trouverez rarement une pierre tombale de roi dans vos pérégrinations, on ne sait jamais. Hein. En principe, vous ne les verrez pas, vous verrez Saint-Denis par exemple, sur certaines représentations. À côté, vous avez immédiatement le duc et le prince. Même chose, le prince peut l'avoir or, le aume fait face, mais la grille est à moitié fermée. Voilà la différence, la grande différence qu'il y a entre le roi l'empereur et le prince. À côté de ça, vous avez le aume du marquis, qui est toujours de face, et vous avez un nombre incalculable de grilles. Mais la grille est fermée, mais les grillages sont nombreux, toujours de face. Le marquis est le dernier qui peut, le dernier dans la hiérarchie qui peut présenter un aume de face. Vous n'avez malheureusement pas les couronnes au-dessus. Voilà, ça manque un petit peu. Hein, l'auteur ne s'est pas attardé là-dessus. Mais en principe, pour votre facilité, vous devriez avoir les couronnes. Remarquez le suivant qui est comte ou vicomte, eh bien, il est représenté de 3/4. Hein, avec quelques grilles en moins, il y en a 7 en principe, que le marquis qui, lui, était de face. Donc, même si le nombre de grilles est le même, de face, de 3/4, de face, le marquis, de 3/4, c'est le comte ou le vicomte. Le dernier, c'est le baron, c'est le plus malheureux. Il a nettement moins de grilles et il est représenté de 3/4. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, du moins dans cette hiérarchie-là, c'est immuable. Parfois, et dans d'autres pays, en Hollande par exemple, il peut y avoir des petites transformations. La ligne suivante, à gauche, vous avez toujours une représentation de 3/4, mais il s'agit, dit-on, d'un gentilhomme. Oui, j'ai barré ce qui suit parce que c'est pas clair. C'est un gentilhomme. Le suivant, c'est un jeune chevalier, parce que maintenant il n'est plus de 3/4, il est de profil, le jeune chevalier. Hein? La grille un petit peu plus ouverte que les autres, mais il présente que 3 grillages. Là, on a affaire au chevalier. Le suivant, c'est une famille de chevaliers, c'est-à-dire des chevaliers anciens. Il sera jeune peut-être, mais il sera toujours chevalier, mais il est descendant d'une famille noble de chevaliers qui est reconnue.
et qui a été adoubé chevalier lui-même. Le dernier, on le voit l'avant-dernier, pardon, on le voit très rarement, il est de profil, mais c'est un nouvel anobli, pas un nouveau chevalier, mais un nouveau noble. Donc ce sera vraiment à la plus simple expression. Très important le dernier, il regarde à Sénestre, c'est un bâtard. Regardez bien vos pierres tombales, vous verrez ce genre de représentation. Hein, ça représente, bon, il s'agit d'un bâtard, quand il regarde vers la droite, c'est-à-dire à Sénestre. On n'en rencontre pas souvent, mais oui. À droite pour lui ou à droite pour celui Ah non, 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 à droite comme c'est représenté là, c'est-à-dire à gauche pour lui, à Sénestre. C'est la représentation du bâtard. Les couronnes maintenant. Vous avez une feuille avec des couronnes. Oui, mais on les voit pas très bien, mais vous pouvez prendre la feuille qui commence par le blason du pape, là. Hein, la feuille avec toutes les armoiries. La couronne la plus importante, c'est la couronne de l'empereur. Donc, troisième ligne, extrême gauche. Donc c'est celle où vous avez toutes les armoiries, là. Vous voyez ça, et qui commence à gauche, en haut, par celle du pape. Donc, deuxième rang, plutôt troisième rang à gauche, c'est la couronne de l'empereur. Hein, on ne peut pas se tromper. Au-dessus de celle-là, c'est une couronne de duc. Tout au bout de la deuxième ligne, vous avez une couronne de marquis. Tout en bas, à gauche, tout en bas, vous avez une couronne de comte. Voilà les principaux. Lorsque vous avez un anneau, une sorte d'anneau imposant, sans fioriture, c'est un baron. Oui, un petit diamant ou deux, c'est un baron. Donc vous avez ici, je me répète, l'empereur. Le prince, c'est des fleurs de lys sous la couronne. On va certainement en voir une, ce sont des fleurs de lys. Le duc, ce sont des feuilles de chêne. Le marquis, ce sont des feuilles de chêne, mais entre chaque feuille, il y a une sorte de petit rubis, ce qu'on représente chez les... Une perle, pardon. Une perle, ce qu'on représente chez les comtes. Le comte, ce sera uniquement des perles. Le vicomte, ce sera une grande perle, une petite perle. Et le baron, c'est un anneau important qu'il place sur son front. Donc ça, c'est les représentations, même s'ils n'en ont pas dans les couronnes, dans leur armoire chez eux, ils ont un titre, ils doivent le présenter. Bon, nous allons parler maintenant de ce qu'on appelle les charges ecclésiastiques. Oui, c'est important. Lorsque vous rencontrez des pierres tombales, par exemple, il est important de savoir dans une église, dans un évêché, à qui vous avez affaire. Encore une fois, l'importance d'un personnage. Très important, il y a des blasons d'abbaye, il y a des blasons d'évêques, on les trouve partout, hein. Il suffit de rentrer dans une abbaye, vous êtes noyé de blasons. Et le premier, le plus important, c'est celui que vous avez sur la même feuille, en haut à gauche, c'est celui du pape. C'est le plus important. Vous avez le blason du souverain pontife, ne me demandez pas lequel, mais il y a moyen de retrouver ça. Hein. Au-dessus, vous avez la tiare et vous avez les deux clés. Donc ça c'est typique, c'est réservé uniquement au pape. Ou bien un antipape, s'il y a un antipape ou plusieurs antipapes à la même époque. Ce sera toujours, en principe, la même opération. Je n'en ai pas ici, mais vous savez vous imaginer ça très facilement. Le grade hiérarchique le plus bas dans l'Église, en principe, c'est le curé. Hein? Le curé doit obligatoirement être représenté par un chapeau, hein, qui sera toujours le même, et un cordon à ce chapeau, qui se termine par une houppe. La houppe, ce sont toutes les petites cloches que vous avez, là, tout autour. Hein, ça s'appelle une houppe, d'où le mot huppé. Être huppé, ça veut dire avoir une grande importance, vu le nombre de houppes, parce que au plus vous en avez, au plus le personnage est important. Et notez que eux, contrairement aux couronnes, ils étaient obligés, les cardinaux par exemple, qui avaient 15 houppes d'un côté, 15 de l'autre, c'était de la laine, ça pesait très lourd, mais lorsqu'ils siégeaient, ils étaient obligés d'avoir ce qu'on appelle leur chapeau de cardinal. Le chapelain,
a exactement les mêmes attributs que le curé, c'est-à-dire chapeau, un cordon qui se termine par une sorte de nœud avec la houppe qui pend. Quand il s'agit d'un doyen, le doyen c'est le grade au-dessus du curé, il a 2 houppes. Et à quoi ça nous sert? Eh bien, ça nous sert très simplement. Maintenant, vous mettez toutes vos feuilles devant vous, sauf la dernière avec les tenants, là, vous les mettez devant vous. Eh bien, vous allez pouvoir, maintenant, au fur et à mesure, comparer. Le doyen, eh bien, il peut y en avoir un, si on veut, mais on le gardera pour tantôt, puisque ces 3 houppes vont donner naissance à la représentation symbolique des abbés et des prieurs. Donc ici, on retient dans un premier temps, on retient le doyen, il a ces 2 houppes. C'est important, jadis, sur le vin. Sur le vin, quand vous aviez une bouteille de vin étiquetée dans les caves des abbés, déjà à la Renaissance, et surtout dans le pays de Liège, eh bien, il y avait, ce vin était représenté, la qualité, d'après le nombre de houppes sur la bouteille. Si vous aviez les 3 houppes d'un côté et 3 de l'autre, c'était pour le commun qui vient boire un verre chez vous. Par contre, si vous aviez un bon gueuleton, vous avez les houppes, les cardinaux, 15-15, ça fait 30. Maintenant, on a les étoiles. Eh bien, à cette époque-là, on avait les houppes. J'ai eu l'occasion rare de rencontrer des bouteilles, elles étaient vides avec ces houppes. Paul de Saint-Hilaire collectionnait les bouteilles rares. Et comme il a eu un oncle qui était chanoine, un oncle, il avait une cave remplie de ces bouteilles-là, avec toutes les houppes différentes, la qualité. Et Paul était très jeune, on l'envoyait dans la cave chercher une bouteille de vin, comme il vivait chez son oncle, et on lui avait dit le nombre de houppes qu'il devait prendre. C'est là que j'ai appris qu'il existait, je ne le savais pas, qu'il existait donc un système qui donne une certaine qualité au vin chez les ecclésiastiques. Le vin de messe, je ne crois pas qu'ils ont poussé ça jusque-là, parce que ça serait du vice alors. Donc ça c'est important. Le chanoine, par exemple, le chanoine, il aura également un chapeau noir toujours, avec 3 houppes de chaque côté. À vous de reconnaître. Nous n'en avons pas la présentation, puisque les chapeaux sont différents chez les chanoines que chez les évêques aussi. Le chapeau de chanoine, c'est quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué que le chapeau de curé. Donc il faut retenir une chose, curé, chanoine, doyen ont toujours un chapeau noir, ils ont toujours une soutane noire, et les houppes sont de couleur noire. Le curé est tout en noir. C'est lui qui doit vivre dans l'humilité, et penser à un avenir, à une progression dans les grades. Encore une fois, le noir, c'est le profane. Mais la robe du curé, la robe noire du curé est consacrée, ce n'est pas le simple profane, puisqu'obligatoirement, la robe du curé doit avoir 33 boutons, qui correspondent aux 33 à la crucifixion. Le Christ avait 33 ans. Donc chaque soutane a 33 boutons. Moins avec. Mais il y en a encore, des prêtres qui portent la soutane. À la messe, jadis, eh bien, je l'ai encore connu il y a pas mal de temps. Le curé, lorsqu'il disait 3 messes, eh bien, il avait 3 habits différents, 3 chasubles de couleurs différentes. Il commençait avec une chasuble noire, une rouge et une blanche. Ça ne se fait plus maintenant, mais il y a plus de 50 ans, ça se faisait encore dans certains endroits. Donc le prêtre respecte les 3 couleurs. Le noir, le profane, le rouge, le passage, et le blanc, la perfection. Donc, chaque fois qu'il y avait 3 messes, les tons, les couleurs ont beaucoup d'importance, et on les retrouve dans tous les domaines. On a commencé avec ces couleurs dans la symbolique, on a continué avec l'héraldique, on les retrouve maintenant dans les représentations religieuses. Donc, les couleurs, profane, passage, et perfection. Ou le rouge qui correspond au chiffre 8, vous le savez, dont les 8 pétales qu'on a vu tout à l'heure à l'entrée du cimetière. Il faut retenir une chose, c'est que les prélats, il y a 2 classes, il y a les inférieurs d'abord, les archidiacres par exemple aussi, qui doivent être habillés de noir, et les prélats supérieurs, c'est violet. Les juges aussi étaient habillés de violet. Les présidents de séminaires à l'église est habillé violet aussi. Donc ces couleurs, encore une fois, se retrouvent.
Vous allez retrouver sur vos feuilles, prenons la feuille où vous avez 6 ohms en bas et celle qui est dessinée à la main, là, vous avez au-dessus la représentation de la mitre, de l'évêque. Vous voyez ça? Si vous placez votre feuille à l'horizontale, eh bien, vous avez la bouche du poisson. La mitre est donc une représentation concrète de l'air du poisson. La mitre qui vient de mitra, hein, c'est pas plus difficile. Hein. Tout comme l'expression du bœuf tout à l'heure. Hein. Mitre vient de mitra. À côté, vous avez la tiare papale, bien sûr. Hein. On représente parfois des papes qui ont vécu au IIIe siècle, par exemple, avec une tiare. Bon, historiquement, ça ne tient pas, mais ça tient le fait qu'il faut reconnaître qu'il s'agit là d'un souverain pontife. Hein. C'est ça le but, c'est ça le jeu, les règles du jeu. Hein. On a un Saint-Corneille qui n'a jamais été pape, puisque les papes, c'est une... Avant l'an 1000, il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, l'évêque qui règne à Rome, c'est l'évêque de Rome. Hein. C'est l'évêque de Rome, c'est pas le pape, où il a quelque chose à dire en plus sur les autres, mais il y a un pape à Milan, il y a un pape à Florence, il y a un pape à Naples. Mais ce ne sont pas des antipapes. Pape vient de père, ce sont les pères de la communauté. Donc à Rome, il est reconnu comme, disons qu'il a un droit de regard sur ce qui se passe ailleurs. Mais il est simplement évêque de Rome. Et ça s'est développé un petit peu sous Pépin le Bref notamment. Et puis après, ça va dégénérer d'une certaine façon. La tiare ne sera pas toujours celle-là. Je pense que les premières tiares, comme nous les connaissons, je pense, hein, c'est de toute façon à la fin du XIIIe siècle. Je pense que le premier pape qui a eu la tiare, c'était Clément V, celui qui a quitté Rome et qui est venu se réfugier en France, qui fut du Plebel, et qui a condamné les Templiers. Je pense. Avant ça, c'est difficile. Ce serait donc l'innovateur. La tiare n'était pas comme ça, c'était une sorte de pain de sucre. Hein. Oui, à côte. Bon, c'était pas du tout comme ça. Donc, cette représentation-là doit dater du, je pense, à l'époque de Louis XIV, ou un petit peu après. À côté, vous avez le chapeau de cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de chaque côté, 15 houppes de chaque côté. C'est donc le cardinal, houppe de couleur violette. Donc vous voyez une pierre tombale, hein, un tombeau gigantesque, vous devez savoir automatiquement retrouver le grade de l'ecclésiastique en question. En dessous, vous avez l'archevêque à gauche, il a droit à 10 houppes, et à côté vous avez l'évêque, qui lui a droit, le malheureux, à 6 houppes, mais toujours violet, puisqu'il fait partie de la hiérarchie supérieure des prélats. Les houppes d'évêque seront violettes si c'est un évêque qui a énormément de puissance, ou bien la règle dit que les houppes doivent être de couleur verte, à gauche et à droite. Par exemple, chez l'évêque, si c'est un évêque normal, je vais dire, qui n'a pas une très grande influence, parce que ça joue d'après les influences aussi, hein, ce sera les houppes de couleur verte. Elles seront d'un autre ton, hein, lorsque vous aurez affaire à un prélat d'une plus grande importance. Vous allez me dire, sur les tombes, il y a le problème des couleurs qui existaient au Moyen-Âge dans la pierre, mais puis ce sera le marque, ce sera très compliqué pour indiquer les couleurs. Nous avons appris en héraldique que sur la pierre, vous devez reconnaître une couleur. Donc, que fait-on? Eh bien, on y ajoute une couronne. Et ces gens, vu leur importance, ils étaient couronnés. C'est toujours honorifique. Hein? C'est toujours honorifique. Du moins dans ce sens-là. Les archevêchés étaient rares. Hein? Où il y avait Reims, il y avait Trèves, Cologne aussi est un archevêché. C'est plus rare. Disons que c'est plus étendu, plus important, et les rentrées surtout sont beaucoup plus importantes. Au plus il y a d'abbayes, mieux sont les rentrées. On touche des tantièmes. L'abbaye ne reçoit pratiquement rien, sauf l'abbé. Le père abbé, lui, bon, il passe à la caisse, comme on dit. Hein, mais la plus grande partie va, attention, c'est une comptabilité, hein, va chez l'archevêque. Et de l'archevêque, lui, il va rendre des comptes à Rome.
Important aussi les troncs que vous avez dans une cathédrale ou dans une église. Vous verrez souvent les mêmes saints dans les mêmes régions parce que ce sont des saints qui rapportent. Un Saint-Martin rapporte. Vous savez, nos sociétés actuelles ont tout à apprendre. Hein. Ça existait déjà. Le tronc à Saint-Martin, on refusait du monde. Hein. Il fallait le vider 3-4 fois par jour. Donc on avait intérêt à mettre un Saint-Martin dans son église, plutôt qu'un autre. Ça dépend des modes aussi, et ça dépend surtout des régions. Hein, à Saint-Éloi, on ne va pas le mettre où il y a... Oui, par contre, s'il est patron d'agriculteurs dans une certaine région, ça arrive. Mais il y a des saints, Saint-Walfroy par exemple, en Ardennes française, ça a toujours bien rapporté. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Hein, il y a d'autres prêtres qui ont placé des saints Walfroy dans leur église à 3 km de là, oui, mais ça faisait de la concurrence. Déloyale à la limite, parce qu'il n'avait rien à faire dans cette église. Seulement, plutôt que faire 3 km, on en faisait un, on allait chez Saint-Walfroy, chez notre curé, et on mettait la pièce. Tout ça, c'est un calcul savant. Il y avait des comptables et qui devaient rendre des comptes. C'était des luttes, des procès entre évêques, par exemple, ça arrivait. Parce qu'on détenait une relique d'une sainte ou d'un saint, où il y avait un pèlerinage monstre. Si à 15 km de là, on fait le même pèlerinage au même saint, vous voyez ça d'ici, c'est un manque à gagner, c'est pas une perte. Mais c'est un manque à gagner. Donc c'est un système qui a été mis sur pied, parce que le pèlerinage est quelque chose qui rapporte beaucoup de sous, pas uniquement à l'église, mais au commun des mortels. Chaque pèlerinage, il y avait des foires. On vendait des produits qui venaient de partout. Hein, il y a ça aussi, il y avait des fêtes. Les auberges ont refusé du monde. Ah ben ça aussi, absolument, absolument, absolument. Donc ça faisait fonctionner une ville ou un village. Alors si 15 km plus loin on fait le même pèlerinage, c'est pas logique. Et on faisait le procès. Et puis le pape, il se pris de procès, vous voyez plus clair là-dedans, c'était ridicule. Hein. Mais enfin, il y avait une condamnation qui tombait, une condamnation verbale, hein, très symbolique. Par moment, on disait au curé, écoutez, vous vous calmez, vous mettez quelqu'un d'autre et vous aurez un dédommagement. Voilà comment ça fonctionnait. C'est tout un système que l'on ignore, dont on ne parle jamais, mais qui est typique au Moyen-Âge. Hein. Et après aussi, hein, on a vu ça à l'époque de Napoléon. Hein. J'étais dans une contrée en Bourgogne, où à ils ont 10 km, il y avait 2 cultes à Saint-Lazare. Et chacun possédait le crâne. Ah, mais oui, le culte à Saint-Lazare était très important. C'était à la fois le patron des lépreux, des syphilitiques, de tous les malheureux, des maladies incurables. Vous voyez ce qu'il y en avait au Moyen-Âge. Hein. Donc un curé a dit Saint-Lazare, c'est chez moi, et il y en a certainement encore des Saint-Lazare. Hein. Ailleurs en France, ça c'est couru. Voilà comment ça se passait. Voilà un petit peu le fonctionnement. Nous en étions donc à l'évêque, houppe verte, à condition que l'évêque ne soit pas d'une très grande importance. Un cardinal ne doit pas obligatoirement faire partie d'un ordre religieux. C'est important ça. Hein. Donc, ce n'est pas obligatoire. Le cardinal aura donc 30 houppes, 15 rouges, et une croix avec 2 trapes. Une croix avec 2 trapes. Donc, l'importance de ces houppes qu'il faut absolument retenir. Hein. L'abbé d'un monastère n'aura pas de houppe, hein, lui. L'abbé d'un monastère n'aura pas de houppe. Vous avez une autre feuille, où il y a marqué art héraldique en dessous. Non, c'est toutes les deux, on n'avance pas. Planche 14, coin supérieur 3. Vous voyez ça? Oui. Bon, nous allons analyser ça d'une autre façon. Chez l'abbé, donc vous avez le 2 et le 3 tout en haut. Chez l'abbé, eh bien, vous n'avez pas de houppe chez l'abbé. Il a son blason, hein, il a une mitre, c'est un abbé mitré, et il a une crosse. Remarquez celui du milieu, eh bien, c'est 2 clés d'argent sur fond de gueule, c'est-à-dire 2 clés d'argent sur fond rouge. Rouge, c'est la ligne verticale. Donc on dira, les héros d'armes, ici c'est facile, les héros d'armes diront, hein, de gueule à 2 clés d'argent croisées. Voilà. Mais ça c'est un simple. Hein.
Ça veut dire que si le héros annonce vos couleurs, annonce les couleurs, bien vous sortez des rangs quand vous entendez de gueule à 2 clés d'argent croisées. Voilà, c'est ça les radiques. Mais si c'est simple, hein, parfois c'est plus comique que ça. Hein. À côté, vous avez l'abbaye, l'abbé régulier, le séculier, ce sont des ordres qui peuvent se frayer avec le peuple, ils vivent à l'extérieur comme à l'intérieur. Hein, un curé est un séculier, un chanoine aussi. De l'autre côté, vous avez l'abbé régulier, hein, l'abbé régulier qui, lui, a la mitre et il a la crosse et le sudarium. Ça veut dire qu'il n'a plus d'importance. Remarquez que la crosse se trouve vers l'intérieur, ça veut dire que la juridiction de l'abbé n'est pas très importante. Donc il a un sudarium tout en ayant une juridiction qui n'est pas très importante. Mais le personnage est important. Voilà la différence. Lorsque vous avez une crosse comme le suivant, deuxième ligne à gauche, crosse qui est dirigée vers l'extérieur, hein, ça veut dire que la juridiction, l'abbaye, a plus d'importance. Ça peut être une abbaye mère, d'autres abbayes aussi. Analysons la représentation d'une abbesse. Hein. Nous avons le blason losange, puisqu'il s'agit d'une dame et d'une demoiselle, en principe. Nous avons une couronne de duchesse, titre probablement honorifique, on dit probablement, ou bien elle a hérité la couronne de son père, et la crosse orientée vers l'extérieur. Donc on a affaire ici une abbesse, rien que par sa couronne de duchesse, qui a une certaine importance. À côté, nous avons le prieur protonotaire, nous avons le chapeau et les 3 houppes de chaque côté. Il a un bâton de prieur, ce n'est pas une crosse. Hein. Et nous avons son blason où il y a des aiglettes, entre autres. Il y a des merlettes aussi, on dirait, mais je vois pas très bien. Et le dernier, c'est le grand chantre, c'est celui qui apprend la musique, le maître de chapelle, on dirait, à l'époque baroque, hein, qui a son bâton de grand chantre. On raconte ça rarement, j'en ai jamais vu de vrai. Voilà, vous avez un blason ici qui est complet. Un blason qui est complet, mais qui est un petit peu à la mode du 18e. C'est-à-dire, on a mis un rond parce que ça fait très beau, plutôt qu'un blason écu. Le rond est réservé aux dames. Vous voyez qu'ici, à une certaine époque, je crois que ce sont les Italiens qui ont commencé avec ça. Et puis les marquis italiens avaient le droit d'employer l'écu, hein, et de faire, de plier légèrement le coin supérieur droit, comme un parchemin. Bon, ici, nous avons une étude parfaite des possessions d'un personnage important. Important parce qu'au-dessus, il y a la couronne. Je vais mettre sur le côté là, je crois que ça sera plus gai pour tout le monde. Il y a la couronne, bien sûr, qui peut être la couronne d'Empire. Hein, qui peut être la couronne d'Empire. Les dignitaires de l'Église qui portaient la couronne d'Empire, ce n'est pas un dignitaire de l'Église qui avait une couronne d'Empire, avec un petit coussin à l'intérieur, vous avez déjà vu ça, hein, ce genre de petit morceau d'étoffe dans la couronne, ça veut dire qu'ils pouvaient élire les évêques, les princes évêques. C'est une indication. Bon, ici c'est le blason de Charles de Lorraine, qui nous présente toutes ses possessions. Hein, toutes ses possessions. Tout ce qu'il possédait, un personnage assez puissant, où nous avons ici la Hongrie, hein, puisqu'il était par contrat roi de Hongrie. Vous avez la croix de Jérusalem, puisque Charles de Lorraine était, on va voir dessus, Charles de Lorraine était roi de Jérusalem, un titre qu'il a emprunté aux Lusignans. C'est-à-dire que l'empereur d'Autriche est roi de Jérusalem. Le dernier empereur était roi de Jérusalem. Il n'a pas eu de chance, mais il avait tout de même le titre. Donc Charles de Lorraine avait plus d'importance que son beau-frère, qui était empereur d'Autriche à cette époque. Donc il a les rois de Jérusalem, que vous retrouvez dans les ordres de Jérusalem. Lorsque vous voyez cette indication, vous avez affaire à un chevalier de l'ordre de Jérusalem, par exemple. Vous avez ici l'Aragon. Vous avez l'Aragon,
Provence et Aragon, c'était très grand, hein, Aragon qui était touché à la Provence à l'époque où elle n'était pas française, c'était très important. Nous avons Naples, deux Siciles, Naples ici. Nous avons l'Anjou, 4 fleurs de lys dorées sur fond d'azur en principe. Et nous avons, à l'extrême droite, nous avons le Bar, le duché de Bar, qui est le duché où est né Jeanne d'Arc, et non pas en Lorraine. Le duché de Bar est une enclave qui appartenait au duc de Lorraine. Nous avons la Guèvre et le Julier. Les animaux sont couronnés d'une couronne de duc. Il était duc de Lorraine. Au milieu, il y a le blason de la Lorraine. Il y a une croix, ce qu'on appelle une croix de fer. C'est la croix de fer des chevaliers teutoniques, qui est fleurdelisée. Vous avez les pendants, non, oui, les pendants, oui, ce sont des pendants, les aigles, d'Habsbourg, couronnés d'une couronne de duc. Vous avez donc ici l'ensemble des possessions, c'est une carte de visite, très compliquée, mais c'est une carte de visite. Les tons ne sont pas toujours respectés, mais enfin c'est un détail, je dis toujours, heureusement que ça existe encore. Voilà une carte de visite très complète, puisque, roi de Jérusalem, c'est la seule chose dont on n'a pas parlé lorsqu'on a refait une exposition de Charles de Lorraine. C'est complètement stupide, parce qu'il ne le savait pas. Charles de Lorraine était roi de Jérusalem. C'était un petit truc qui existait, depuis Godefroy de Bouillon, qui lui n'était pas. Hein. Pourquoi n'était-il pas? Le 1er mars, nous allons à Boulogne-sur-Mer, avec comme thème l'histoire de Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon a été excommunié quand il est parti en croisade, il faut savoir. On l'a toléré à mettre les pieds dans Jérusalem. C'est une tolérance, mais c'était vraiment... Mais roi de Jérusalem, ça c'est impensable. Son frère a été... Il a voué du Saint-Sépulcre sans l'envoyer. C'est nos historiens du 19e siècle qui ont trouvé ça. Il fallait trouver un titre. Il n'a jamais été canonisé non plus. Hein. Il était tout bonnement excommunié pour s'être soulevé avec l'empereur d'Allemagne, dont il était le vassal, contre le pape. Il a enfermé le pape au château Saint-Ange à Rome. On lui devait tout de même une méchante dent et il est excommunié, mais il n'a plus parti. Parce que c'était un meneur d'hommes. D'ailleurs, très jeune, il était déjà meneur d'hommes. Mais nous verrons ça si vous nous accompagnez à Boulogne-sur-Mer et à Saint-Omer aussi. Saint-Omer, je voudrais essayer d'aller voir un couvent jésuite qui, paraît-il, est intéressant. Je ne l'ai jamais vu, même pas sur la carte. Et je vais avoir des instructions, comment je vais trouver. Ça doit être très intéressant. Un couvent jésuite, mais qui n'a pas changé. Parce qu'en général, ça a changé de propriétaire dans les ordres religieux. Donc voilà, ici une carte de visite. Couronne, les tenants où, remarquez les détails, c'est extraordinaire, héraldique. Vous avez les couronnes de ducs qui sont repris au cou comme une chaîne, aux aigles, hein, et au cou de l'aigle, pendant ce qu'on appelle la croix de Lorraine. C'est extraordinaire, hein. Ça se trouve sur aucun camembert. Voilà. Vous pouvez voir ça, et vous en verrez d'autres. Hein. Ce sont donc toutes les possessions. Ça donne l'importance au duc Charles de Lorraine. Voilà ici, je pense qu'il s'agit d'un mérode. Mais l'important n'est pas ici. Il s'agit d'un marquis. Nous avons des feuilles de chêne. Bon, maintenant, c'est presque des feuilles d'armoise. Hein. Et nous avons ici en principe des petites perles qui doivent s'y trouver, qui n'y sont pas. Enfin, l'intention y était. Cassé peut-être. Seulement, je ne pense pas. Seulement, nous sommes encore une fois, ici nous sommes au tout début du 19e siècle, sur la date de la Révolution française, pas loin de là. L'époque des Jacobins. Hein, on ne trouve plus de couleur. Hein. C'est du marbre ou c'est du marbre. Je vous l'ai déjà dit, je pense. J'avais avec moi dans mes excursions, il y a presque 20 ans, un aveugle, un homme fantastique, un érudit à tout point de vue. Et cet homme est aveugle depuis l'âge de 6-7 ans, c'était un russe d'origine. Et il approchait d'une pierre tombale, il sentait. Ça veut tout vous dire. Bon, voilà une représentation qui date un petit peu après la Révolution française. Je crois que les personnages, le deméro au-dessus est représenté avec une tenue directoire. Donc c'est exactement de ça. Là, à condition que le mausolée était fait à Saint-Denis.
Celui-ci, vous l'avez vu, regardez comme c'est chargé. Hein. Voilà. Regardez la couronne avec le petit coussin, ce qui veut dire qu'il a le droit d'élire. L'empereur, c'est un électeur, c'est donc. Est-ce qu'on a mis une couronne, M. Gaillard? Ah, il a pas eu la celle-là, mais c'est pas assez. Donc il s'agit d'un électeur, l'archevêque plutôt, à Prüm, qui régnait là, avait le droit d'élire l'empereur d'Allemagne. Il y avait une clique comme ça, il y en avait beaucoup, à Cologne, à Münster, ils se réunissaient, c'est eux qui, avec quelques petites bourses, quelques chèques en dessous de la table, on n'a rien inventé, hein. C'est comme ça qu'on élisait un empereur. Il fallait des amis aussi. Voilà un magnifique blason, mais lorsque vous décrivez comme le héros d'art de ce blason, vous devez donner les couleurs, l'endroit où ça se trouve, la position, tout. Ceci est très compliqué. Hein. Je crois que le plus compliqué que j'ai vu, il m'a été traduit comme ça, au pied levé un petit peu, c'est celui de Winston Churchill. Là, je crois que lui, il en a ajouté. Ça, c'est fabuleux. Voilà, vous avez des thèmes intéressants. Pour autant que les couleurs, et comme c'est allemand, en général, c'est respecté. En général, c'est respecté. Les couleurs, je pense, ont été respectées, quoique elles sont un petit peu passées. Il n'y a pas de gris en héraldique, par exemple. Donc là, ça, ce sont des petits détails. Une épée, pouvoir de juridiction. Et à la croche, donc l'évêque. Ceci, c'est son signe distinctif religieux. Et ceci, c'est son autre signe distinctif très terre-à-terre. C'est lui qui rend justice sur ces terres. Donc là, il cumulait vraiment. Voilà, magnifique blason. Et nous avons des tenants ici, qui sont deux lions. Ce qui a énormément d'importance, je vous en parlerai également, c'est le manteau. Hein. Ici, on le voit mal, mais il y a un manteau tout autour. Vous avez déjà vu ces armoiries, car au manteau, baldaquin, on ne peut pas mettre n'importe quelle couleur. L'extérieur du manteau doit avoir la couleur la plus importante de votre blason. Allez-y ici. Et il faut une deuxième couleur à l'intérieur du manteau, qui est la seconde couleur la plus importante du blason. C'est intéressant, hein? Ici, on n'a pas mis de manteau, c'est déjà très bien comme ça. Ici, le lion, ce n'est pas les ténèbres, c'est la force. Hein? Encore une fois, lion, ténèbres, Moyen-Âge, transformation ici, il s'agit de la force. Donc, c'est un personnage qui est très puissant et qui a beaucoup de choses à dire. Important, il s'agit d'une abbaye, où nous avons cette fois deux crosses. Il n'y a pas de pouvoir de juridiction. Hein. C'est vraisemblablement un abbé mitré, comme c'était toujours le cas généralement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pétales. C'est significatif, c'est peut-être un manque d'humilité. Hein. Nous avons les clés de Saint-Pierre et l'épée au milieu. Et les deux crosses sont vers l'extérieur. Voilà, ici, si j'ai bon souvenir, ça provient de l'abbaye de la Cambre. Si j'ai bon souvenir. Hein? C'est un marquis. Il s'agit d'un marquis, collier du Saint-Esprit. Collier du Saint-Esprit, en principe, oui, collier du Saint-Esprit. On a 3 fleurs de lys, d'or, sur fond d'azur. Donc ce sont les armes de France. Et ce sont des coquilles, mais ce sont des coquilles Saint-Michel. Ce ne sont pas des coquilles Saint-Jacques. Attention, pas se laisser prendre. En principe, on ne peut pas arborer les armes de France. Donc, fond d'azur, 3 fleurs de lys. Les éléments sont toujours dans ce sens-là. 1, 2, 3. Et jamais l'inverse. On ne fera jamais 1, 2, 3. C'est toujours ce sens-là. Pour moi, ce sont les armes du roi. Couronne de marquis. Et l'ordre de Saint-Michel. Les coquilles ne sont pas les mêmes. Hein. L'ordre de Saint-Michel, elles sont légèrement rebondies, très serrées vers le dessus. Saint-Jacques sont évasées au-dessus et sont assez plates. Donc ça, c'est un autre pèlerinage, le pèlerinage au mont Tombe à Jérusalem. Nous parlerons dans quelques années beaucoup de ce pèlerinage parce qu'on examinera l'œuvre de Rabelais, qui est une œuvre cryptée,
Le baron, eh bien, il a ça, hein. Vous enlevez toutes les feuilles au-dessus, c'est la couronne du baron. Hein, comme on n'en avait pas dans le modèle. Mais ça, c'est curieux. Je n'ai vu qu'un seul exemple, c'est à Saint-Denis, en Broqueroy, près de Mons, où l'abbaye bénédictine de Saint-Denis avait comme blason d'azur à 3 fleurs de lys d'or. Maintenant, y a-t-il un rapport à un roi? Peut-être. Je ne sais pas, il faudrait essayer de vérifier ça. Mais ça vient de la Bible quand même. Et on ne s'est pas prouvé la raison pour laquelle l'abbaye de Saint-Denis, en Broqueroy, possède ce blason ayant été autorisé. En principe, au mois de janvier, on ira voir ça. Pourquoi? On n'en sait absolument rien. Sauf que le nom Saint-Denis en Broqueroy, en vieux français, Broqueroy, c'est celui qui fait les rois. Y aurait-il une origine avec Clovis, peut-être, qui serait dans la région, là-bas? C'est pas impossible, mais les bénédictins devaient le savoir, mais nous, on ne le sait plus. Et il n'y a pas de trace. Et j'en ai un qui a beaucoup cherché, il n'a jamais trouvé. Regardez, ceci, si vous voyez bien, c'est le blason d'un abbé de l'abbaye de Hautmont, où je vous ai montré Saint-Marcel, le pape tout à l'heure. Voilà le blason de l'abbé. Hein, du blé, une croix, là on ne sait plus lire, encore du blé, donc là ça doit être une croix. Oui, important, hein. Vous avez du blé, vous avez du blé, là il faut les deux mêmes aussi. Hein. Donc on a une croix, on a du blé, on a du blé. Vous avez une mitre de l'abbé, vous avez la crosse de l'extérieur, importance, mais vous avez quelque chose d'horrible, vous le voyez peut-être, c'est ici, ce n'est pas une épée, c'est une hache. Donc ça m'a l'air d'un gaillard qui ne rigolait pas. Il y a une hache, hein. C'est pas courant. Et les chevrons, c'est le hédo. Et le chevron, c'est le hédo. C'est au milieu. Ça, c'est la possession de l'abbaye d'Hautmont. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un pas en arrière. J'ai dit, mon Dieu. Et comme j'ai eu le temps de visiter cette église à fond, puisque le voyage du Hainaut que nous n'avons pas fait, eh bien, plus de la moitié de ce qu'il fallait montrer est supprimé. Vous voyez, je n'ai pas pu improviser un voyage. Il vaut mieux le remettre avec d'autres éléments une autre fois. On démolit de plus en plus, on vole de plus en plus et on interdit l'entrée de plus en plus. Alors bon, quand vous préparez 9 sites et il y en a 5 que vous ne pouvez pas voir, hein, c'est gai sortir, mais il faut quand même faire quelque chose de ces 10 doigts. Hein. Si bien que le 20, je crois que c'est le 25 janvier, maintenant vous serez tenu au courant, nous avons fait une excursion dans le Hainaut aussi, mais qui a comme thème la géomancie, la bellomancie et la cryptographie. Nous allons remarquer tout ça dans le Hainaut, les traces qu'on a encore de géomancie, de bellomancie dans le Hainaut. Qu'est-ce que la bellomancie? C'est la symbolique par l'étude des armes. Je vais vous donner un exemple. Trouver un exemple. Bon, un exemple tout à fait concret et actuel. Vous avez des cartouches. Hein? Des cartouches. Vous indiquez un petit symbole sur chaque cartouche. Vous en avez 6 par exemple. Vous les lancez sur la table. Ça présente un dessin. Ce dessin a beaucoup d'importance à un certain moment. Comme les runes. Comme les runes, exactement. Exactement. Ça se faisait avec des flèches à l'époque des Grecs, hein, déjà. Dans la carte poids, il y avait 10 flèches, 10 symboles, on lançait des flèches. Mais ici, dans l'écriture secrète, ça a beaucoup d'importance parce que ça va former des signes qui auront de l'importance avec ceux qui ont habité, qui ont œuvré, qui ont fait parler d'eux à certains endroits. C'est ça le but du jeu. C'est ça le but du jeu. Sans pouvoir faire la différence entre tous ces signes, hein. Je vous donnerai des exemples, comment on peut les faire, comment on peut les réaliser, mais c'est pas dit que celui qui a placé son signe l'a réalisé comme cela. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous voyez donc la hache ici, c'est du méchant. À la place de l'épée, c'est la hache. Voilà les quartiers de noblesse. Bon, il n'y en a que 2, il y en a beaucoup plus, je crois qu'il y en a 5, 6 de chaque côté. Hein? Les quartiers de noblesse, c'est un but très précis. À partir du 19e siècle, on a dit, bon, on va mettre ça pour montrer sa carte d'identité, qui on n'est pas n'importe quoi, ça c'est ce que notre ami Roch Jacobs dirait, et il n'a pas tort, comme dans tout d'ailleurs. Seulement c'est un autre sens qui nous vient du Moyen-Âge. Pourquoi plaçait-on des blasons de chaque côté? Donc on a les ancêtres de papa, les ancêtres de maman de l'autre côté. Hein? C'est un arbre généalogique, hein? Ce qui prouve que le seul maître de la généalogie, c'était l'Église. Avant ça, la généalogie n'existe pas. C'est l'Église qui va reprendre des registres et qui va noter ce que vous devez passer par l'Église. Donc tout ça se trouve à l'Église et a un but bien précis, puisque je vous expliquerai ça dans quelques années.
Cette généalogie a un but bien précis. Ce n'est pas uniquement de savoir qui vous précède. C'est faire un chemin spirituel très précis pour retrouver un ancêtre commun. Nous avons tous un ancêtre commun. À certains moments, ça se regroupe. Quelques petites indications complémentaires. Les ordres religieux ont beaucoup d'importance aussi, dans le sens que l'ordre de Malte, par exemple, si vous allez dans une ancienne commanderie, si vous allez dans une ferme, puisque les commanderies ont été généralement transformées en fermes, souvent, le commandeur aura toujours une croix en chef. Le chef, c'est le haut du blason. C'est important, ça. Haut du blason, ça s'appelle le chef. Donc, il y a toujours une croix en chef. Un général de galère, par exemple, c'est souvent le cas à l'ordre de Malte. Eh bien, il aura 2 ancres de marine sur le côté, et il aura quelques drapeaux, ou même 1 ou 2 canons s'il a fait une jolie bataille. Hein, ça, c'est l'amiral, généralement, ou le général de galère. Et puis, il aura encore une sorte de chapelet qui fait tout le tour. Les mêmes complications qu'on a vues avec Charles de Lorraine. Hein. Un peu dans ce style-là. L'ordre teutonique, eh bien là, il y a cette fameuse croix de fer que vous avez vue tout à l'heure, qui est toujours noire, de sable, on dit pas noir, on dit de sable. Hein, et les éléments sont d'argent. C'est-à-dire que la croix teutonique doit avoir, par exemple, un pourtour argent, et le fond doit être noir, c'est-à-dire de sable. Les teutoniques avaient une croix noire sur la poitrine ou sous l'épaule. Hein, c'est important aussi. Le roi de France, donne des récompenses. Il donne des récompenses à ceux qui ont œuvré dans leur branche. Généralement, ce sont des militaires. Le roi autorise, avec l'accord des conseils plutôt des héros d'armes, le roi autorise que, éventuellement, vous pouvez placer 3 fleurs de lys dans votre blason. Alors, si vous avez là, 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 on divise. Vous pouvez, on redivise, mettre des fleurs de lys également. C'est une récompense du roi. Donc parfois il faut se dire, tiens, il y a des fleurs de lys, est-ce que c'est un parent du roi? Pas du tout. Pas du tout. Il s'agit simplement d'une récompense. On est tout content avec ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pouvoir mettre arboré dans un blason azur à 3 fleurs de lys d'or, c'est bien. Mais si nous avions uniquement ce blason-là, est-ce un cadeau du roi à l'abbaye de Saint-Denis en Bocqueroy? C'est très possible, mais il n'y en a pas de trace. Mais pourquoi à la Cambre l'a-t-on représenté? Toute la question est là. Ça, il faudrait essayer d'éclaircir. Donc, l'empereur lui donne une autre récompense. Ce ne sera pas des fleurs de lys, ce sera l'aigle. L'aigle noir. L'aigle... tiens, c'est une loge maçonnique, c'est curieux. L'aigle noir, donc, vous avez vu tout à l'heure, c'est la récompense de l'empereur. Donc, il y aura un petit carré, dans votre héraldique, où il y aura l'aigle noir. Vous avez rendu des services à l'empereur. Donc, le chef, c'est le dessus du blason. Le dessous porte un nom très curieux, c'est le champagne. Ça, on ne peut pas oublier. Donc, le dessous du blason s'appelle, la pointe, si vous voulez, s'appelle le champagne. Dans la pointe, dans le champagne, on indiqua généralement les représentations de propriétés que vous avez reçues pendant votre règne, disons, même si vous êtes militaire. Ce qui veut dire que Charles de Lorraine, tout à l'heure, le dessous, il a acquis sur les champs de bataille, mais le dessus, il a reçu dans sa corbeille de naissance. C'est important. Donc, le dessous est très important, mais ce sont généralement des acquisitions. Donc, c'est une récompense. Vous voyez qu'il y a également une hiérarchie et toute une importance dans la signification d'un blason. Maintenant, je crois que vous avez saisi le problème. Je vous l'ai dit, les marchands peuvent avoir des marques, des blasons. Les agriculteurs, nous en verrons un Hainaut, des agriculteurs qui ont des blasons où ils ont représenté les instruments avec lesquels ils travaillent. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle des blasons de marchands. C'est un titre qui est très mal attribué, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Alors il y a les fameux cimiers. Je ne sais pas si vous en avez là. Ces fameux cimiers. Le cimier, mais ce n'est pas compliqué, c'est ce qui se met au-dessus du aume. Donc c'est une représentation allégorique, vous avez les aumes, mais il n'y a pas de cimier. Si jamais vous rencontrez dans vos pérégrinations le livre écrit sur le blason par la collection Que sais-je, ça coûte 2 fois bien.
Hein. Prenez-le, tout s'y trouve en, je sais pas, en 60 pages. C'est magnifiquement bien fait. C'est une petite encyclopédie, comme tout, que sais-je, en général, ils sont bien dans la page. Donc ce signer, hein, donnez votre importance d'abord, signalez votre clan. Le roi de France a par exemple une fleur de lys sous son signet, mais une fleur de lys un peu structurée, en forme de carré, par exemple. Les teutoniques, ça c'était les rois pour les signets. Il y en a même qui faisaient peur, des dragons, des lions et des griffes, il y avait n'importe quoi. Les signets, on sait automatiquement des chevaliers de l'ordre teutonique avaient par exemple un signet avec une patte d'aigle retournée et des griffes immenses, ça fait peur. Hein. Ça, ce sont les gens qu'il faut craindre. Par contre, il y a les signes légendaires, on présente Mélusine par exemple, hein, dans certains signes, donc un col de cygne, ça vous place dans votre clan, dans votre appartenance esthétique et dans votre appartenance légendaire. Ce qui est très important dans la légende au Moyen-Âge. Hein. C'est très important dans la légende. Tout se base, vos origines se basent sur une légende, c'est ce qui vous fait valoir, j'allais dire, dans le monde. Hein. Hein? Je suis en train, je revois des cours 3 ans, 2 ans à l'avance, et j'ai passé toute une journée dans le mythe de Tristan et Isolde, par exemple, ou Iseux plutôt en français, et il y a toute une leçon sur Tristan, hein, uniquement sur cette petite légende, hein. Parce que c'est fabuleux tout ce qu'on y retrouve. C'est légendaire, quoiqu'il n'y a personne qui se revendique, je pense, être descendant de Tristan, mais enfin soit, s'il y avait une représentation, ce serait la mer ou un bateau, parce que c'est ça toute l'histoire tourne autour de l'eau, c'est un grand symbole, il y aurait cette représentation-là, par exemple. Donc les clans légendaires présentent des signets. Donc le signet, c'est important. Alors prenez la feuille, je crois que c'est la dernière. Oui, ne me faites pas l'injure de ne pas regarder chez vous la grande feuille planche 14, où vous avez les blasons, vous avez les houppes, vous avez les chapeaux et les couronnes. À vous de vous y retrouver. Hein. Voilà, et bien ici, bon, le signet n'est pas dessus. On va essayer d'en faire un aussi, hein. C'est pas obligatoire. Hein. Vous avez ce grand blason, où vous avez tout en haut ce qu'on appelle un listel, avec une bravoure. Hein, de famille en famille, elle se transmet. Ici, c'est Dieu aide, et en dessous, c'est j'aime à jamais. Il y a deux bravoures. Au-dessus, en dessous. Nous avons ce qu'on appelle le lambrequin, qui ne s'y trouve pas, qui est le manteau que vous avez vu sous la planche 14, ces grands manteaux. Hein, et là, on ne rejoint pas la symbolique de l'héraldique. Vous voyez que les manteaux ont une couleur royale. Hein, ils prennent de l'hermine comme exemple, ce qui donne de l'importance aux personnages à une certaine époque. Mais en principe, ce manteau doit avoir les couleurs du blason et puis les couleurs secondaires du blason pour l'extérieur. Donc ça, c'est important. Vous avez le hauve qui est fermé mais qui est de face, c'est-à-dire il s'agit d'un marquis. Vous avez son blason, qui ressemble à des coupes d'ailleurs, et vous avez ce qu'on appelle un support à gauche, c'est un chien, c'est un lévrier, et à droite c'est un tenant, c'est un homme sauvage. L'homme sauvage a beaucoup d'importance également au Moyen-Âge. Il y a énormément d'auberges qui s'appelaient l'homme sauvage sur la route, par exemple. Il y en a encore. Hein. Et en flamand, c'est de Wildemann. Hein. Voilà comment on se représentait. Oui, le cri de guerre au-dessus. Dieu aide, c'était le cri de guerre. On le met toujours au-dessus. Donc au milieu de champ de bataille, hein, le possesseur du blason est devant ses troupes et il crie Dieu aide, ça veut dire qu'on suit. Traviez-vous à mon panache, par exemple, panache blanc. C'est un cri de guerre, et en dessous, c'est la devise de la famille, hein, j'aime à jamais. Voilà donc un semblant, ceci pour vous donner le support, qui souvent sont des animaux, comme Charles de Lorraine avec l'aigle tout à l'heure. Hein, on représente Hercule, ici vous avez Hercule, hein, c'est l'homme sauvage, mais c'est Hercule ici. Ou des animaux fantastiques, des licornes par exemple, également. Alors, l'importance de ces tenants, c'est d'attribuer certains patrons, par exemple, aux nobles. J'imagine celui-ci, s'il a représenté Hercule, ce qui est le cas. Hercule, il faut savoir, est un personnage mythologique, mais qui va donner naissance à notre Saint Christophe.
rien ne nous empêche de croire qu'il s'agit d'une famille qui est protégée par Saint Christophe, par exemple. On n'allait pas représenter Saint Christophe avec l'enfant Jésus à une époque où on n'avait pas cette... Oui, on a la représentation à cette époque-là, pardon, à une époque où on imagine mal un Saint Christophe qui tient l'enfant Jésus en tant que blason d'une famille. Donc, encore une fois, on est passé à un autre stade, on est passé à la mythologie païenne, et on a présenté l'Hercule qui deviendra important chez les chrétiens par la suite, hein, moins par le biais de leur enseignement. Donc on pourrait éventuellement retrouver ici, lorsque vous avez un Saint Christophe dans les églises, il est toujours très grand, hein, il est toujours très fort. Au plus on remonte dans le temps, au Moyen-Âge, au plus fort il sera Saint Christophe, qui n'a rien à voir avec l'histoire du Christ. Seulement, quand vous voyez un Saint Christophe, j'en projetterai un la fois prochaine, vous verrez qu'il a souvent une besace, et en tout petit, on ne le voit pas parce que ce sont des fresques généralement, il y a des petits personnages qui tombent de la besace. Saint Christophe se trouve sur l'eau, dans l'eau, il passe sur l'autre rive, ça veut dire que dans l'ancienne croyance égyptienne, c'est très loin, hein, une croyance qui a été reprise par l'Église à une certaine époque, par le biais de la déesse Isis, entre autres, on parle d'un passeur. Comme Saint Christophe passe les âmes, c'est celui qui sert comme intermédiaire, il va sur l'autre rive. Si vous voulez un Saint Christophe complet, il doit obligatoirement y avoir un ermite avec une lampe à ses pieds. Parce que c'est l'ermite qui lui donne la lumière, celui qui a médité pendant toute sa vie. Saint Christophe n'est pas ermite, hein, il lui donne la lumière pour réaliser ce qu'il veut faire, son œuvre. Et je vous cite un dernier exemple d'un Saint Christophe avec un homard à ses pieds. Attention, ça date du XIVe siècle. Hein. Un homard à ses pieds, ce qui veut dire que cet ouvrage a été en principe réalisé par un évêque qui s'appelait Krebs, en allemand. Donc on a toute une symbolique. Grâce à cela, vous pouvez... Ah mais oui, mais c'est ça la symbolique. Hein. C'est un langage conventionnel mais secret qui vous aide à découvrir ce que l'on ne voulait pas montrer à tout le monde à une certaine époque. Dernière chose, Saint Christophe, et après on le quitte, du moins dans la symbolique, Saint Christophe, il y a les mythes, on allait prier Saint Christophe pour avoir une bonne mort. Il y avait toujours à côté d'immenses fresques de Saint Christophe, le plus grand est en Alsace, mais je ne sais plus très bien où, il est immense. Braine-le-Comte, il y en a un très grand, également. Oui, également. Mais il y avait toujours des cierges à côté, en dessous de Saint Christophe, qu'on allait prier pour avoir une bonne mort. Une mort normale, mourir dans son lit, par exemple. Hein, ça, c'était Saint Christophe. Donc, c'est devenu un personnage que l'on vénérait pour la bonne mort. L'évrier, c'est une fidélité, à condition que celui qui a créé son blason ne veut pas dire autre chose. Mais en principe, le lévrier, c'est la fidélité. Je dis en principe, pas prendre ça pour 100%. Hein. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose qu'on aurait pu dissimuler. Hein. Alors, il y a un petit problème dans l'héraldique, je crois qu'on terminera par là, que ce sont les parents, les enfants vis-à-vis des parents. Si vous avez un fils, il ne peut pas prendre le même blason que vous, tant qu'il n'a pas le titre. Alors il faut toujours une différence. Et cette différence, on appelle ça une brisure. Une brisure, ben on va mettre une petite étoile. Le même blason que papa, une petite étoile quelque part. Une merlette, un petit merle par exemple. Une petite barrette. Généralement la barrette est de gueule, je pense, oui. Mais toujours beaucoup plus petit. Et on l'enlève. On l'enlève au moment où il obtient le titre. Seulement, vous savez, c'est assez agaçant la symbolique. Ou bien on placera un lambel. Un lambel, des 3 branches. Au-dessus, j'aurai quelques dias complémentaires. 3 petites branches au-dessus du blason. Comme un petit baldaquin, 3 franges si on veut, qui indique qu'il s'agit d'un fils héritier de. Ça s'appelle un lambel. Alors évidemment, il y a une règle. Le second enfant doit avoir le blason de papa, mais avec une étoile. Je vous ai noté, le 3e enfant, c'est un croissant qui n'a jamais rien à voir avec les croisades. Pas vous laisser piéger. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de, non pas des héraldistes, mais des gens qui font de l'histoire, et des visites guidées. Ah, il y a un croissant, attention, il y a un grand-père qui a fait les croisades, c'est pas vrai. Hein. Il y avait une interdiction d'arborer un croissant, vous voyez ça d'ici, dans un monde chrétien.
C'est pas possible, hein. Il faut penser à ça aussi. Le quatrième enfant, c'était une merlette. Donc une merlette, c'est un canard sans pattes, quoi. C'est un peu ça, la même représentation. Le cinquième enfant, c'était un anneau. Le sixième, une petite fleur de lys, une. Hein. Le septième enfant, une rose. Et le huitième enfant, une croix ancrée. Une croix qui se termine comme les ancres de bateau. Garçon, la fille n'a pas d'importance. La fille est censée se marier avec un blasonné. Hein. Donc, quand mademoiselle mariait un monsieur qui avait un beau blason, on coupait le blason de monsieur en deux, on ajoutait celui de madame. Ça fait toutes les figures que vous avez par moment, hein, qui sont... Ce n'était pas obligatoire, mais je n'ai jamais rencontré un cas, apparemment, où on a dit on ne le fait pas. Il faut savoir aussi que, et nous terminerons là-dessus, quand vous faisiez une licence à l'université, vous receviez un blason. Ce qui veut dire que les théologiens, les grands professeurs, avaient également un blason. Il fallait réussir sa licence universitaire. Donc on dit, voilà, c'est le vôtre. Je ne pense pas qu'on choisissait. Je dis, je ne pense pas. Il n'y avait pas un héros. Oui, il fallait que, une fois que l'école avait décidé votre blason, il fallait que le héros se renseigne dans des livres si le blason n'avait pas déjà été pris, parce que ça c'est criminel de faire ça. Hein. Ne pas faire de blason à ma famille. Hein. Attends, j'ai le blason ici. Je vais te le donner, malheureusement il n'est pas en couleur. D'azur à 3 pommes queutées et feuillées de 2 pièces d'or, à la bordure camponnée d'argent et de gueule de 16 pièces. Oui, les dames et demoiselles, le blason ovale pour les dames et demoiselles. Parfois les demoiselles, c'est losange, mais le losange, c'est toujours attribué aux veuves. Les filles n'ont rien. Mais madame, si elle marie un noble, elle héritera les couleurs de papa, sans mettre de petit insigne, comme quoi elle est la fille de monsieur. Elle placera son blason parfois rond autour de monsieur, et monsieur il aura son écu. Plus tard, on casse l'écu et on met les deux ensemble. Alors le losange est une veuve ou c'est une demoiselle. Souvent une demoiselle. Et que ce losange pourra avoir des rapports sur l'époque néolithique dans un certain sens, mais c'est très compliqué, on peut s'amuser avec ça une autre fois. Hein. Mais voilà, je crois qu'en ce qui concerne l'héraldique, moi je vous ai dit la technique symbolique. Parce que vous imaginez que dans tous ces meubles que vous avez vus, on va prendre de la symbolique de la franc-maçonnerie plus tard, bien sûr, on prendra de la symbolique hermétique, on prendra l'alchimie, on retrouvera ces meubles alchimiques dont je vous ai parlé la dernière fois, on les retrouvera dans ces blasons. Donc on sait, si on connaît la symbolique des blasons, on doit savoir un petit peu à qui on a affaire. Ça fait partie du jeu aussi. On a le cimier, on a l'aube. Vous bloquez tout cela par cœur. Vous allez devant une pierre tombale. Le nom, je le dis toujours, ne m'intéresse absolument pas, mais je vois quelle importance a le personnage à mes yeux en voyant cette pierre tombale. C'est la pierre tombale, c'est terminé cela maintenant, mais c'était un témoignage pour l'éternité des vertus, des défauts, parfois aussi des personnages qui ont été inhumés, sachant que le premier principe, règle de l'Église, c'était l'hommage aux morts. L'Église est née pour honorer les morts. Et rien d'autre n'est frère. Donc le mort a une importance primordiale dans l'Église, jusque bien passé l'an 1000. Le temps et la mort. Donc l'Église est conçue sur des corps. Après, il y a plus de place, on les a mis dans un cimetière, mais toujours tout autour. Ça a une importance, les corps qui y sont, parce que la mémoire de l'homme est toujours fonctionnelle dans l'Église où vous vous trouvez. Vous ne vous trouvez pas sur un ancien temple païen, des trucs comme ça. Ça arrive, peut-être un concours de circonstances ou pour d'autres raisons, mais le corps de l'homme, ce n'est pas l'âme. Le corps de l'homme a une importance primordiale dans le fonctionnement de l'Église au début de l'Église.